Je suis Éric Sadin, je suis philosophe. J'ai travaillé depuis un certain nombre d'années particulièrement sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle. Je publie mon 10e essai sur cela, qui s'appelle Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Je développe plutôt une posture, on va dire, simultanément analytique et critique sur le développement de tous ces phénomènes depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on ne cesse de parler d'IA. Il me semble qu'il y a une grande confusion parce qu'on ne fait pas suffisamment la part des choses, et ça devrait être, par rigueur méthodologique, nous devrions le faire, entre la dite intelligence artificielle, telle qu'elle est à l'œuvre depuis, en gros, le mi-temps des années 2000, et les IA génératives qui sont apparues fin 2022. La dite intelligence artificielle telle qu'elle est à l'œuvre depuis le mi-temps des années 2000, ce sont des systèmes automatisés d'expertise de situations de plus en plus diverses et toujours plus tendanciellement en temps réel. Alors je vous donne un exemple que tout le monde connaît qui illustre de façon concrète ce qui est à l'œuvre dans cette capacité d'expertise. C'est l'application Waze d'indication du trafic, rachetée par Google à une entreprise israélienne à la fin des années 2000. Et qui fait quoi, Waze, qui est exactement un système d'intelligence artificielle tel qu'il a été mis en place dans sa dimension d'expertise et en temps réel à la fin des années 2000, qui, au moment où on l'interroge, expertise l'état du trafic, en récoltant des monceaux de données qu'aucun être humain ne pourrait récolter selon de tels volumes, ni à de telles vitesses, et qui décrit l'état du trafic, par exemple, entre New York et Boston, ou entre Paris et Strasbourg. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une puissance qui envoie des signaux en retour. Par exemple, Waze, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interprète l'état du trafic, mais aussi elle suggère en retour d'emprunter tel itinéraire plutôt que de tel autre. Depuis le fin 2022, sont apparus ce qui est appelé les IA génératives. Et le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022, et qui a vu quoi? Qui a vu un autre embranchement dans l'histoire de la dite intelligence artificielle, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pour bien comprendre ce qui se joue, je crois que je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que d'utiliser une formule littérale pour bien comprendre la portée de ce qui se joue. C'est-à-dire qu'il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir la rupture civilisationnelle, je vais utiliser des grands mots, anthropologiques qui est à l'œuvre, vu que c'est ce qui nous constitue en propre, nos facultés les plus fondamentales, intellectuelles et créatives, que nous sommes appelés à de plus en plus à déléguer à des systèmes. Et cela va déjà entraîner, et va de plus entraîner, des conséquences sociales, politiques, civilisationnelles d'une extrême gravité. Si vous voulez, on y reviendra. Et ce que je crois, c'est que au moment où c'est apparu, nous aurions pu les saisir. Nous aurions pu faire preuve d'attention vigilante à des phénomènes qui auraient pu témoigner de ces catastrophes, enfin en tous les cas de ces effets dévastateurs sur lesquels on va revenir, si vous le voulez bien. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a sauté sur ces machines, à pieds joints, des foules de millions d'individus, en disant c'est cool, c'est pratique ChatGPT, sans nous soucier des conséquences civilisationnelles et sans nous soucier de la première des questions qui aurait dû nous interpeller, que nous aurions dû poser, que nous aurions dû nous poser individuellement et collectivement, puisque nous sommes à l'ONU, c'est une question éminemment en rapport avec la mission de l'ONU. C'est celle que nous posent déjà et vont de plus en plus nous poser nos enfants et petits-enfants. Mais pourquoi papa, maman, moi je vais à l'école? Pourquoi j'ai besoin de me lever à 7h30 du matin, aller apprendre la grammaire, l'orthographe, si des systèmes sur simple instruction de ma part vont produire du texte, du langage? Pourquoi j'apprends même des textes? Pourquoi j'ai besoin de parler en mon nom? Est-ce qu'on a vu la gravité de cela? On ne l'a pas vu, on a préféré, par passion, j'ai presque envie de dire par pathologisme, utilitarisme, sauter sur ces machines. Nous avons fait preuve, je le dis aujourd'hui à l'UNESCO, nous avons fait preuve, à mon sens, d'une faillite morale collective, et à plus d'un titre, nous allons le payer cette faillite morale, nous allons la payer très très cher. L'école a un immense rôle en tant que vecteur de sociabilité, un immense rôle de la portée civilisationnelle, a un immense rôle de la constitution individuelle en tant qu'adulte libre et responsable.
Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de cynisme relativement à l'école. L'école, c'est la constitution du savoir. Je vais utiliser un grand mot, c'est aussi l'apprentissage de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent, il y a des personnes qui savent moins. Un enfant de 12 ans ne sait pas exactement comme la même chose qu'une personne de 40 ans qui a été formée pour être professeur. Donc ça veut dire qu'il y a des choses plus grandes que soi, plus grandes que mes propres souhaits. C'est aussi l'apprentissage d'une double altérité, d'une triple altérité, c'est-à-dire de ses pairs, de ses élèves, de ceux avec qui on est, où on apprend la pluralité, la contradiction, parfois la difficulté à être en société, parfois la nécessité de faire société, de composer, d'être ensemble dans une classe, d'apprendre, d'évoluer à l'intérieur d'un même cadre. C'est l'apprentissage de l'altérité du professeur, donc on l'a dit, c'est-à-dire d'une altérité qui est supposée élevée, dont on attend quelque chose, qui ne répond pas, qui m'énonce des choses qui ne répondent pas à mes souhaits, ce que disait Hannah Arendt, mais qui me bouscule dans mes cadres de compréhension des phénomènes, dans mes cadres, c'est-à-dire mes parents, la vie quotidienne. La grande éducation, c'est comme disait Michel Foucault, c'est l'occasion d'apprendre à penser autrement. C'est ça le savoir, en réalité, apprendre à penser autrement, alors que ces machines nous donnent du sucre pour toujours satisfaire nos besoins impulsifs. Je voudrais savoir telle chose. Ce n'est pas du tout ce qui a lieu à l'école. À l'école, il y a de l'inattendu, il y a des choses qu'on va apprendre, qu'on ne savait même pas qu'on allait apprendre, et qui parfois créent des chocs. De parler de savoir avec ces systèmes, ça engage quantité de dimensions qu'on ne voit pas suffisamment les ressorts. Et il faut, je crois, nous sommes dans un moment historique, où quand il y a des dites innovations technologiques, il faut faire très très attention, être très regardant sur ce qu'on perd en cours de route. Alors, les IA génératives, il y a un discours, notamment dans le monde du travail, qui suppose, qui laisse penser que, pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien de plus crasse, et rien de plus spécieux et pernicieux que ça, qui laisse supposer dans la novlangue managériale, très aiguisée cette novlangue managériale, que, grâce à l'usage de ces systèmes d'IA génératifs, on va pouvoir enfin se consacrer à l'essentiel. Alors voilà une des plus grandes supercheries rhétoriques qui soit, parce que c'est occulter le fait que le travail, c'est quantité de procédés, c'est de la temporalité, c'est le fait que, par exemple, un travail du journaliste, il va sur le terrain, il prend des notes, il interroge des personnes, il commence à prendre des notes concernant l'élaboration de son article, il peut se réveiller en pleine nuit, avoir une idée à laquelle il n'a pas pensé dans la journée. Tout travail, ce sont des enchaînements de processus. Donc cette idée, par exemple, que dans le travail, on va pouvoir, ou même dans la vie, se consacrer à l'essentiel, c'est un peu modéliser ou des procédés de travail, ou même des modes d'existence, sur la perfection des systèmes informatiques. C'est un peu cela. C'est-à-dire les systèmes informatiques qui ne cessent de faire l'essentiel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ils n'ont aucune seconde pour l'inutile, ou pour des pauses, ou pour de la légèreté. Alors donc, nous approcherions, grâce à l'usage de ces systèmes, à la quintessence absolument pure, idéale de ce que nous devons faire dans le déni, dans l'oubli, et même dans le fait que, factuellement, c'est totalement erroné, puisque tout travail, c'est des processus. Moi, quand j'écris un livre, il y a des recherches, il y a de l'interrogation, il y a des prises de notes, il y a des erreurs qui font aller plus loin. Bref, où est l'essentiel ? L'essentiel, c'est pas dans l'acte d'écrire. L'essentiel, c'est la totalité des processus. Il n'y a pas d'essentiel. Parce que, voyez-vous, relativement à ces systèmes, nous n'avons qu'une vue utilitariste des choses. Mais la grande erreur, notre grande faillite morale, c'est de ne pas voir les conséquences civilisationnelles, au-delà de l'utilisation pratique, au-delà de notre passion pour le pratique. Et les conséquences civilisationnelles, elles sont extrêmement importantes, notamment dans ce langage qui est à l'œuvre. J'en parle dans mon livre, c'est très long à expliquer, mais c'est un langage de la mort mathématisé, que j'appelle le thanatologos, schématisé, mathématisé, fondé uniquement sur des équations statistiques, c'est-à-dire que s'il y a A, il y aura B, au vu des équations statistiques cataloguées, et donc s'il y a B, il y aura C, c'est de la corrélation probabiliste, c'est-à-dire c'est l'occurrence qui correspond au plus grand nombre d'occurrences utilisées dans les historiques, qui apparaît. Donc c'est un langage schématisé, mathématisé, fondé sur le principe de la conformité, c'est-à-dire doit apparaître ce qui est censé devoir apparaître,
Et donc c'est un pseudo-langage, que j'appelle un pseudo-langage conformiste, à l'opposé de la façon dont nous utilisons le langage. Et nous ne devons pas occulter la façon dont nous utilisons le langage, qui est fondé, lui, non pas sur la corrélation, mais sur l'association. C'est-à-dire chacun fait le langage, l'élocution dépend de nos idées. Et qu'est-ce qui caractérise nos idées? C'est que personne n'a des idées en continu, sur un moment donné, identiques. La façon dont je produis, et chacun d'entre nous produit des idées depuis la nuit des temps et sur la Terre, est absolument unique. Unique. Il n'y a personne d'autre n'a un enchaînement d'idées identiques à la nôtre. Et à chacun d'entre nous. Et nos idées, dont dépend l'élocution, nous les formons non pas par corrélation, mais par association. C'est-à-dire chacun, nous faisons preuve d'inventivité quand nous parlons. Mais je vais encore plus loin. Le mot que je vais dire là, à l'instant, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas. À 2, 3, 4, 5 secondes, je ne sais pas. Personne ne sait. Et pourquoi? Parce que nous n'entretenons pas un rapport au langage à l'intérieur d'une dimension indéterministe, probabiliste, pardon, mais indéterministe. Elle est là, la liberté humaine. Elle est là, l'inventivité humaine. Elle est là, le témoignage de la subjectivité, mais aussi de la singularité et de la liberté humaine. Et un marqueur de la pluralité, et donc de la contradiction. Et en réalité, parler en première personne, c'est la base fondamentale de ce qui constitue la démocratie et la possibilité collective et individuelle de la liberté. Donc, nous allons délaisser cette liberté dans l'énonciation du langage, dans cette liberté de nous prononcer en première personne, pour nous en remettre à ce langage de la mort, nécrosé, qui est automatisé, mathématisé, schématisé, qui est issu d'un capitalisme linguistique, que j'appelle un capitalisme linguistique, c'est-à-dire produit par l'industrie de la tech, et qui va de plus en plus devenir majoritaire dans notre environnement informationnel. Est-ce qu'on le voit venir, cela? Qui serait une sorte de pseudo-langage en plus qui fantasme, une sorte de perfection lisse, où tout doit être parfait, à l'opposé de la pluralité humaine dans l'élocution, dans sa pluralité, dans son inventivité, dans ses défauts, dans ses inattendus. Et donc nous allons nous défaire de cela. Mais aussi, le capitalisme linguistique, c'est des machines qui nous parlent, qui vont de plus en plus nous parler, en s'adaptant. Là, ça ne va pas être un langage homogène, c'est un langage personnalisé, qui analyse la façon dont je lui parle, et qui, en fonction de la façon dont je lui parle, va produire, et les systèmes en sont déjà capables, et le seront de plus en plus, produire des types de discours en vue de faire mouche, en vue d'opérer des jeux d'influence insidieux sur nos consciences, généralement en deux visées, en vue de nous engager à opérer des transactions marchandes, toujours plus personnalisées, prétendument adaptées, avec un langage qui fera mouche. On dira le bon mot pour « Ah tiens, il faudrait que j'achète ce produit alimentaire ou ce complément alimentaire ». Et puis aussi en vue d'opérer des jeux d'influence auprès de, on en a parlé, auprès de groupes d'individus, notamment des jeunes souvent isolés face à leur écran, et qui seront utilisés, ces systèmes de dialogue avec ces systèmes, de plus en plus par des partis extrêmes ou des clans idéologiques véreux, en vue d'opérer des jeux insidieux d'influence sur les consciences qui vont produire des incidences d'une extrême gravité dans la constitution des croyances et des représentations et des psychés à l'avenir. Mais cela, je crois qu'on n'en a pas encore saisi la portée. Alors, puisque nous parlons des IA génératives, comment ne pas voir qu'il y a un ouragan qui va s'abattre sur quantité de professions à haute compétence cognitive? Nous en avons déjà un exemple 3 ans plus tard, après la première mise en ligne publique de ChatGPT, avec la notion qui désormais été reprise, qui fait florer cette notion de Jobs Apocalypse, qui nous est venue de la Silicon Valley. Ça y est, 3 ans plus tard, commencent à apparaître les premiers grands effets, et qui va frapper les cols blancs, et dont il y a eu un écho récemment avec des licenciements de masse auxquels a procédé Amazon. Parce que, voyez-vous, il y a 3 ans, lorsque sont apparues les IA génératives, tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle, d'où l'importance des concepts pour bien identifier les phénomènes et comprendre à quoi on a affaire, au-delà des discours intéressés, au-delà de la confusion qui prévaut relativement à tous ces phénomènes, les concepts servent à identifier les choses. C'est pour ça que ce concept de tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle, pour moi, m'a permis d'éclairer. C'était
éclairé de beaucoup de situations, était un guide de conduite d'analyse. Il y a ce tournant-là, hein, c'est factuel. Je me souviens qu'il y a 3 ans, je me suis dit, tournant intellectuel et créatif, quantité de professions à haute compétence cognitive vont être frappées. Des gens me disaient, oui, mais regarde, il y a des études qui sont publiées. Des études que ça ne va pas être si important, que ça va aussi créer de l'emploi, que les choses sont plus compliquées que ce qu'on dit. Et moi, je répondais, mais qui fait ces études? C'est la question nietzschéenne, qui parle? Qui parle quand je parle? C'est ma grand-mère, c'est la société, c'est la doxa, ou c'est moi qui me suis réapproprié les choses et qui parle en première personne et en pleine conscience des choses, toujours dans un environnement particulier. Donc qui parle? Il se trouve que la plupart des études qui ont été faites depuis 3 ans sont des études qui sont biaisées. Vous savez, on parle beaucoup des biais, il y a des biais dans les systèmes, etc. Mais ce n'est pas ça la question. Parce que si on enlève les biais dans les systèmes, ça n'interdira en rien l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. Par exemple, les biais dans les systèmes de recrutement automatisé, on dit qu'il faut enlever des biais. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça... Peut-être qu'il n'y ait pas des gens qui soient lésés, des catégories de personnes. C'est une bonne intention, on va dire. Mais ça va au contraire entériner le fait que le recrutement, qui est une relation d'humain à humain pour évaluer une personne, pour discuter avec elle, pour voir ses qualités, ses défauts, ses incertitudes, ses doutes, ça va être des systèmes automatisés qui vont le faire. Et là, c'est un drame parce que c'est la sociabilité, c'est la sensorialité, c'est le contact entre êtres humains qui est appelé de plus en plus à être évacué au profit d'une automatisation sans cesse croissante. Donc les biais, souvent on dit, non, mais les biais, c'est pas ça, ils ne sont pas là les biais. Les biais sont dans notre compréhension des choses. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on parlait du travail, on disait, regarde les études. Oui, mais par qui sont-elles faites? Des think tanks, dépendants de groupes de compagnies, des groupes d'assurance, des groupes bancaires, et qui ont une vue biaisée des choses. C'est-à-dire que la technologisation toujours plus intégrale du monde, c'est la clé de la croissance. C'est ça leur biais. Ils ne peuvent pas sortir de leur cadre. Sauf qu'à un moment, le réel tape à la porte. Ça y est. Nous arrivons au moment où le réel tape à la porte, c'est-à-dire que ces études se sont totalement trompées, elles n'ont rien vu venir, pour une seule raison, que je peux expliquer en un mot, pour une seule raison. C'est parce que ces personnes qui travaillent sur ces études, mais plus largement les responsables politiques, et plus largement encore le monde institutionnel, universitaire, et encore plus largement le monde dans son ensemble, appelons les populations, ont comme schéma mental, comme schéma de représentation, le concept de destruction créatrice forgé par Joseph Schumpeter à la fin des années 30, économiste et philosophe, qui avait théorisé, il a vu quelque chose de très puissant, de très fort, à la fin des années 30, le fait que certains types de développement technologique entraînent des destructions d'emplois dans certains champs, mais pour voir de façon mécanique ou plus ou moins organique, mais tendanciellement ça s'opère, soit des mises au chômage, soit des retraites anticipées, soit des transferts vers des emplois nouvellement créés. C'est le concept de destruction créatrice d'emplois, Et l'équation de Schumpeter, là où il a été formidablement pénétrant, c'est qu'elle s'est vérifiée des années 30, années 50, 60, 70, c'est-à-dire qu'il y a eu des destructions d'emplois et des reversements vers des emplois nouvellement créés, et généralement tertiaires, des emplois de service. Et c'est exactement ce qui s'est passé à un très grand moment schumpeterien de l'ère industrielle, c'est le tournant des années 80, qui a vu la robotisation quasi intégrale des chaînes de fabrication automobile. Ça venait du Japon, après c'est allé aux États-Unis et ça a atteint l'Europe, et qui a vu quoi? Des destructions d'emplois et des reversements vers des métiers de service. Et dont on peut dire que c'était peut-être pour la bonne cause, vu que c'était des métiers à haute pénibilité. Et aujourd'hui, Schumpeter, depuis 3 ans, il est mort une deuxième fois. Il est mort si on peut mourir une deuxième fois, lui il est mort, ça n'arrive pas à tout le monde, mais lui il est mort une deuxième fois le 30 novembre 2022, parce que l'équation schumpeterienne, c'est ça qu'il fallait voir. Moi il se trouve que je l'ai vu, mais bon, parce que c'est quand même pas très compliqué à voir, justement quand on a des concepts, c'est-à-dire que le fait est que aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, des nations, la plupart des pays, entre 70 et 80% des métiers
ressort au secteur tertiaire, au monde des services. Et qu'est-ce qui caractérise la plupart des emplois qui le composent, ce monde tertiaire? C'est que justement, ils mobilisent dans leur emploi, dans la réalisation des tâches, nos facultés intellectuelles et créatives. C'était quand même pas compliqué à voir. Et donc voilà, maintenant, depuis 3 ans, et ça le sera de plus en plus, des systèmes qui, à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités humaines, de façon prétendument plus fiable, j'insiste toujours sur le prétendument plus fiable, et à terme à moindre coût, vont pouvoir assurer ces tâches. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient? Nous vous en voyons les premiers signes, et il n'y aura pas de reversement vers un secteur quaternaire, puisque celui-là n'existe pas. Et je vous donne l'exemple d'un entrepreneur de la Silicon Valley qui, en octobre 2025, a dit « C'est vrai que maintenant je commence à m'interroger relativement à l'embauche de jeunes codeurs, dans la mesure où des systèmes font en 15 secondes ce qu'il lui ferait en une journée. » Donc il se passe 2 phénomènes, c'est-à-dire qu'on va assister à quantité de destruction d'emplois à haute compétence cognitive, mais aussi à des moindres embauches de personnes qui vont entrer dans les années qui viennent sur le marché de l'emploi. Comment ne pas voir la désorientation du monde de la jeunesse? Et pour terminer sur cela, ce sont des emplois, ces emplois à haute compétence cognitive, ces métiers à haute compétence cognitive, qui pour la plupart d'entre eux ont requis de longues et coûteuses études. Et donc on ne peut pas passer ça par pertes et profits. Quelqu'un qui a fait 10 années d'études, on va lui dire maintenant il y a l'IA générative, tu vas être transformé, on va te donner un revenu minimum, humiliation suprême, et tu vas être transformé en pêcheur à la ligne. Mais ce n'est pas seulement ça. Ces métiers-là, l'homo faber, comme disait Aristote, et théorisé à nouveau frais par Hannah Arendt, c'est souvent des métiers qui participent de l'épanouissement des êtres, qui participent de leur réalisation, et qui participent d'une reconnaissance sociale, d'une forme d'estime de soi, dont tant d'êtres souffrent d'un manque d'estime de soi, et aussi qui participent d'une sociabilité. Dont on s'est rendu compte dont on a tant souffert de l'absence durant le Covid. Et pour terminer, je dirais, vous savez, Sam Altman, lors du premier anniversaire de ChatGPT, a dit « l'avenir est aux super assistants », c'est-à-dire des assistants qui, dans tous les champs de la vie, vont répondre à toutes nos sollicitations et résoudre toutes nos difficultés. Vous achetez un terrain, qu'est-ce que vous allez prendre un architecte? Vous demandez à votre assistant architecte, il vous fait le dessin. L'aménagement d'une maison, vous appelez un designer. Un médecin généraliste, analyse des traits du visage, déserts médicaux, ça va être validé. Que le fait que ces systèmes, on puisse faire une première consultation, pas les spécialistes pour l'instant, mais au moins les généralistes, professeurs, avocats, conseils juridiques, à terme, tous les champs de la vie humaine, c'est pour gérer nos différentes affaires, on va avoir affaire à ces super assistants. Et en plus, sont mis sur le marché des agents IA depuis un an et demi, c'est-à-dire des systèmes extrêmement sophistiqués qui sont capables de gérer quantité de tâches de façon autonome. En gros, ce qu'une secrétaire faisait très bien, ou plus ou moins bien, depuis des décennies, un agent IA, il fait tout. Appel de communication téléphonique, envoi de mail, alerte sur des choses à faire, enfin, quantité de choses. Mais ça, c'est déjà d'une extrême gravité en termes pour des foules de personnes, mais c'est aussi d'une extrême gravité pour ce qui constitue la société. Parce que nos sociétés sont déjà extrêmement fragilisées, voient de plus en plus des phénomènes de brutalisation, d'expression des rancœurs, de haine. La société, ce sont aussi des liens d'interdépendance. J'ai besoin d'un juriste, j'ai besoin d'un professeur, j'ai besoin d'un médecin. On a tous besoin les uns des autres. C'est des liens d'interdépendance qui font société. Or, nous allons vers ce que j'appelle un isolement collectif. C'est-à-dire chacun face à des systèmes, attendant tout de ces systèmes et nous réduisant à des masses d'inutiles. Est-ce que c'est un monde qui me fait rêver? Quant à moi, c'est non seulement un monde que je honnie, mais un monde auquel j'appelle maintenant, tant qu'il est encore temps, en ces années 2025-2026, d'agir à toutes les échelles de la société, avant que nous soyons réduits à des masses, à des coquilles vides et à des masses d'inutiles, frappés par la tristesse, l'inutilité. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'inutilité de soi. Et donc la rancœur et aussi, comment ne pas y voir, des formes de folie et de détresse psychologique.
Nous savons que les IA génératives ne sont pas que des systèmes à produire ce pseudo-langage, mais aussi à générer sur un simple prompt et en quasi-temps réel des images, des vidéos, des sons. Et ça, c'est mis entre les mains de milliards d'individus qui n'ont rien demandé, mais qui sont très ravis de l'avoir ça. Personne n'a décidé de cela, sinon le monde de la tech qui a mis ça entre les mains de tous. Et vous vous souvenez, les années 2023, encore 2024 à peu près, ces images produites par ces systèmes, on pouvait à peu près les identifier. Hein, il y avait des choses grossières, parfois des visuels sur une main, il y avait 6 doigts, vous savez, des indices, il y avait des indices. Et puis même une perception humaine, avec nos habitudes, on avait des capacités de reconnaître. Depuis un an, depuis 2024, c'est devenu plus compliqué. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, mais je sais que cette vidéo va durer pendant des années sur le site de l'UNESCO, donc il y aura un témoin de ce que je dis. En cet automne 2025, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je me suis pris à m'interroger 2 fois sur la réalité d'une image, enfin la conformité d'une image que j'ai pu voir, ou du vidéo que j'ai pu voir ces derniers mois, ce qui n'était pas du tout le cas, comme on l'a dit, donc il y a ne serait-ce qu'un an. Et puis en 2027-2028, c'est fini. On n'y verra que du feu, on ne distinguera plus. Et nous entrons dans ce que j'appelle, c'est un concept qui est repris maintenant, tant mieux, parce qu'une fois de plus, concept. Hein, je veux dire à l'UNESCO, s'il y a des philosophes qui créent des concepts, vous savez, c'est Gilles Deleuze qui disait, avec Guattari, qui disait, dans Qu'est-ce que la philosophie, il disait que la philosophie, c'est surtout forger des concepts. Pour partie, ils ont raison. Parce que c'est avec la réflexion, l'intelligence humaine, en tous les cas du philosophe, qui s'attelle à travailler, qui s'attelle à comprendre, qui s'appelle à saisir des phénomènes de l'époque, ou à dire, là, avec des mots, on identifie quelque chose, et qui permet d'éclairer les consciences, d'éclairer les esprits. Et une distinction généralisée, ça parle à tout le monde. La distinction généralisée, c'est-à-dire que nous entrons dans une ère où nous ne saurons plus ni quelle est l'origine, ni quelle est la nature d'une image. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Parce que la société, ce ne sont pas seulement des principes communs, c'est des référents communs. Si quand vous dites verre ou bouteille, vous comprenez quelque chose, moi je comprends autre chose, on ne se comprend plus. On ne se comprend plus, on n'a plus les mêmes repères. Et donc c'est le début de l'incompréhension et de la violence gratuite et de la stigmatisation d'autrui, parce qu'on n'est pas aligné sur la même perception du monde. Mais c'est plus encore que cela. Ces images, elles permettent, on le sait, sur un simple souhait, j'ai envie de dire une simple lubie ou une simple folie, de produire n'importe quelle représentation, n'importe quelle pseudo-image. Et on va pouvoir les balancer dans notre champ de représentation collectif. Et je crois, moi, que nous sortons déjà, parce que tout va très vite, nous sortons de l'ère de la post-vérité et des fake news et nous entrons dans le monde des documents fantasmatiques, que ce soit des textes ou des images, c'est-à-dire qui répondent à nos lubies. Je vous donne l'exemple de la vidéo de Trump et de Netanyahou sur des transats en buvant des cocktails dans un Gaza aux heures de Riviera. C'est ni vrai ni faux, ça. Ça correspond à une lubie, à une vue de l'esprit, c'est le cas de le dire, mais qui est rendue formalisée dans la représentation, et qui crée quoi? Parce qu'il faut voir les conséquences. Qui crée que n'importe quelle lubie peut dorénavant entrer dans le domaine de l'envisageable. Et c'est là on peut se dire, ah ouais, peut-être qu'un jour ça va être comme ça, en faisant fi de toutes les difficultés, ou peut-être que quelqu'un qui, je ne sais pas, je laisse les personnes imaginer, n'importe quel délire d'image, on le met, on dit, ah oui, ça devient possible. Puis ça entraîne aussi le fait que toutes ces personnes qui joueront de ça, donc des systèmes qui poussent à la manipulation d'autrui, qui poussent à imposer ses propres croyances, jusqu'à ses propres délires, eh bien, ces systèmes vont faire, pour ceux qui les utilisent, que quand ils retournent au réel dans le dur, ça veut dire quand ils retournent dans le métro, dans le travail, eh bien, ils vont être confrontés à un réel qui leur résiste. Donc avec de l'insatisfaction, des rancœurs et des manifestations de colère toujours plus importantes, parce que c'est cette tension qu'il faut voir. Moi, avec ces systèmes, je fais tout ce que je veux, ça répond à tous mes souhaits, tous mes désirs, et en plus, je le balance dans l'espace public, dans la représentation, et puis dans la vie concrète, je n'arrête pas d'être frustré, je n'arrête pas de me cogner, je n'arrête pas de revivre des humiliations, et donc ça m'encouragera encore plus à produire des délires, jusqu'à mettre mon patron violentant une femme ou je ne sais qui, et puis je le balance, vous voyez, c'est la porte ouverte
à l'expression de toutes les rancœurs. Ça, c'est d'une extrême gravité. Je pense que les politiques n'ont absolument pas vu venir le phénomène, ne le voient toujours pas. Et voit-on les vecteurs supplémentaires, comme si ça ne suffisait pas, de violences auxquelles contribue malheureusement la généralisation et la mise en ligne à la destination de tous de ces machines de la brutalisation et de l'expression de tous les délires et de toutes les lubies des êtres, et de toutes les rancœurs, et de tous les ressentiments qui prennent forme dans l'image. Alors, quand on parle d'image, il faut évidemment parler de culture, parce que nous sommes à l'UNESCO, c'est tout le monde de la culture qui, en quelques années, va connaître un ouragan terrible, et c'est déjà le cas. Comédien-doubleur, qui est un métier très important en France. Beaucoup de films sont traduits, beaucoup de gens qui ne parlent pas l'anglais, beaucoup de gens de classe populaire voient des films en français, ça existe encore, enfin des films américains ou italiens ou allemands, traduits en français. C'est toute une économie, c'est toute une appétence du public, c'est toute une profession, traducteur littéraire, photographe, graphiste, architecte, directeur photo, costumier, décorateur. Je vous renvoie à cette mini-série produite en Chine, qui est un grand marqueur de l'époque selon moi, dont le script, c'est-à-dire les scénarios, les personnages, on n'ose même plus les appeler les acteurs, les décors, les lumières, les maquillages, les costumes, tout est fabriqué par des systèmes d'IA. Il ne reste plus que le montage. On se demande pourquoi, mais d'ici quelques années, ce sera probablement fini. Et nous allons vers un art que je appelle sans signataire et désincarné. Et ce sont tous ces métiers de la culture qui constituent une richesse de la société, dans sa pluralité, dans ce que l'autre a à offrir à chacun de nous, dans des richesses de savoir-faire qui sont parfois ancestraux, qui datent ancestraux, et parfois qui datent de décennies, et qui là encore produisent du plaisir à la tâche, de la reconnaissance, de l'épanouissement, qui vont être balayés dans le plus grand cynisme et dans la plus grande passivité en quelques années. Et je renvoie par exemple à la figure cardinale de notre monde depuis très longtemps, j'ai envie de dire au moins depuis l'âge moderne et les Lumières, et bien avant, si on pense à Rabelais, de l'écrivain. La figure de l'écrivain aujourd'hui, il y a des ouvrages que j'appelle Tartuffe. Ça va commencer. Des gens qui ne savent pas écrire ou qui sont frustrés d'être jamais avoir su aligner deux phrases, qui vont faire des prompts, et qui vont être des manipulateurs, qui vont envoyer ça à des éditeurs qui risquent de n'y voir que du feu d'ici quelques années. Donc c'est aussi la mort de l'écrivain, c'est-à-dire comme aspiration à écrire, à affirmer sa subjectivité, dans une concurrence qui va se trouver dans une concurrence totalement déloyale, inepte, indigne, à l'égard de manipulateurs qui vont écrire ou pseudo-écrire avec ces systèmes. Parce que nous allons, quand je disais tout à l'heure, nous allons de plus en plus, ce qui me semble être un des grands phénomènes de l'époque, c'est l'éviction de l'autre. De plus en plus, l'autre va être évacué de notre horizon. Il suffit de descendre dans le métro à Paris, l'autre a disparu. Il n'y a plus un sourire, les gens ne sont que sur leur écran, et ces systèmes qui toujours vont nous éloigner de l'autre, les liens d'interdépendance dont nous parlions. Et en plus, ces systèmes, sur simple instruction de notre part, vont produire ma petite fiction, ma petite musique que je veux moi. Au lieu de faire découvrir à nos enfants les Beatles ou le n'importe quel groupe récent ou n'importe quel créateur, on va dire, moi je voudrais en fonction de ça. Vous savez, il y a Sora qui fait ça déjà. Des systèmes qui produisent des textes de chansons et de la musique. C'est-à-dire c'est le repli à soi. Et par exemple, un parent ou des parents qui vont dire à une petite fille, un petit garçon, alors ce soir, on va te faire découvrir quelque chose de magnifique qui fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est Buster Keaton, c'est Walt Disney, c'est Tex Avery. Ah bon, la petite fille ou le petit garçon va dire, ah bon, qu'est-ce que tu as l'air sceptique, on va passer une super soirée avant le dîner à découvrir des dessins animés magnifiques. Non, une copine m'a parlé à l'école, ses parents lui ont fait un film. Alors, fait un film selon ses souhaits. Bon, alors on va faire ça. Alors tu voudrais un lac dans l'histoire, un prince charmant, une biche ou un chien ou un cheval. Donc au lieu de découvrir l'altérité, la culture, ces systèmes vont contribuer à un repli sans cesse croissant à nous-mêmes, à nos propres goûts. Quand on va organiser une soirée avec des dîners avec des amis, au lieu de leur faire écouter des morceaux qu'on aime bien, qu'on a découverts,
des systèmes vont proposer à 6-7 invités de vous faire une musique personnalisée adaptée à ces 6-7 invités. Je le vois venir, ça. Le cauchemar. Ce qu'on appelle le self-art. On va vers self-art, self-musique, self-cinéma. C'est-à-dire, c'est tout le patrimoine en train de se faire de la culture, toute la créativité humaine qui est appelée à disparaître, et une dévalorisation de l'autre et sa production, sa création. Pourquoi je vais lire un livre en 2030 d'un auteur qui apporte sa subjectivité, là où des systèmes vont pouvoir m'écrire des choses que à peu près sur tout, pas à peu près, sur tout. Pourquoi je vais aller vers un auteur? Donc il y a une dévalorisation du langage, une dévalorisation des œuvres. Donc c'est pour cela que j'ai lancé ce jour, ce 2 décembre, ce que j'appelle un appel de Paris en mon nom, au nom de l'humanité, pas au nom de l'UNESCO, mais à l'UNESCO et en mon nom, pour préserver une de nos plus grandes richesses, c'est-à-dire la diversité, la pluralité culturelle, la pluralité des métiers, l'essence, la quintessence, la flamme de la créativité humaine, et qui en appelle par toute une série de préconisations. Il est temps que les éditeurs fassent signer des clauses à leurs auteurs stipulant qu'ils n'utilisent pas dans les contrats, il y a quantité de clauses. Je connais bien les contrats d'auteurs, j'en ai plein. Quantité de clauses, il faudrait rajouter la clause qu'on n'utilise pas des systèmes génératifs. Et si jamais il est avéré que ça n'a pas été le cas, l'éditeur peut aller devant le tribunal pour dire qu'il a été lésé, pour faire valoir le fait qu'il a été lésé. Et le public devrait demander ça, au nom de la préservation de la créativité humaine. Et ces mêmes éditeurs devraient s'engager publiquement, au nom de la préservation de certains savoir-faire, notamment les traducteurs littéraires, de ne pas utiliser des systèmes d'IA générative ou des systèmes de traduction automatisés pour des textes littéraires ou de sciences humaines, et que le public demande ça. Et puis, les éditeurs, et c'est pareil pour quantité de champs de la création, devraient, à mon sens, j'ai pas envie de dire à mon sens, à notre sens, demander à des boîtes justement technologiques de produire des systèmes viables, parce que c'est possible, c'est encore possible, de vérification des sources. Est-ce qu'une musique a été générée par IA ou est-ce qu'elle a été produite, créée par un humain? Et pareil pour des textes, c'est encore possible. Et donc, dans le champ de la musique, il est temps, par exemple, que les plateformes musicales, qui, sans vérification aucune, accueillent, façon de parler, actuellement, en décembre 2025, plus de 30% des morceaux générés par IA, qui mettent, selon des procédés qui mettent totalement en danger tout le monde des créateurs, tout le monde de l'industrie musicale. Il est temps que nous demandions, à l'échelle du monde, que ces morceaux ne soient plus postés et que nous promettions de nous désabonner, par exemple, si d'ici le 1er juillet 2026, ça ne soit pas le cas. Et on peut énoncer cette liste, décliner cette liste dans quantité de métiers de la culture. Parce qu'il est faux de dire ça nous sert, on va pouvoir nous servir de ces outils. Parce que dans tous ces métiers de la culture, jusqu'à 3 ans, on ne les utilisait pas et tout allait très bien. Or, ce que vont produire en utilisant ces systèmes, c'est faire fi des conséquences qui vont avoir lieu sur quantité de métiers. Et ça, on ne le voit pas toujours par utilitarisme pratique. Les studios de cinéma devraient s'engager devant leur public et devant tous les métiers qu'ils convoquent, décorateurs, acteurs, chefs opérateurs, costumiers, etc., de ne pas utiliser ces systèmes d'IA générative au risque de mettre tout le monde de la production cinématographique en danger. Il en va de même pour le monde de la presse de ne pas utiliser de visuels générés par IA qui risquent de mettre en péril le travail des photographes. Idem pour le graphisme. La liste est longue. Et est-ce qu'on pense, puisque nous sommes à l'UNESCO, à tous les étudiants dans le monde entier, en école d'art, en école de cinéma, en école de graphisme, en école d'architecture, qui dans 3-4 ans, et donc pour certains qui viennent entrer dans des écoles, vont se trouver sur le carreau? Est-ce qu'on pense à eux? Et il est faux de dire, en utilisant ça, tu vas trouver des choses nouvelles. C'est complètement faux. Parce que le seul impératif qui prévaut, c'est l'impératif comptable. C'est que dans tout le monde de l'industrie culturelle, là il y aura gain de coût, c'est cette option qui sera choisie. Donc il nous revient, les producteurs, les artistes, le public, je ne compte pas beaucoup sur les législateurs, qui ne fait que participer de ces développements, de cette course au développement industriel des IA génératives. Il revient à ces trois types d'acteurs ou de personnes, producteurs, industrie culturelle, artistes,
et publics d'affirmer leur refus catégorique. Vous savez, c'est Pasolini qui a théorisé le non. Il y a des moments où on peut dire non à certaines choses. On n'est pas obligé de continuellement nous adapter, qui est une doxa qui fait partie de l'ère du temps, qui risque de nous conduire à la mort de nous-mêmes. Nous vivons un moment d'une extrême gravité, qui nous a pris de court, qui date de 3 ans. Ce que je crois, c'est qu'il ne nous reste que 3 ans. C'est-à-dire nous sommes au moment charnière, au moment milieu. Il ne nous reste que 3 ans pour agir, parce qu'il est fort probable que si on se revoit dans 3 ans, et qu'on revoit la vidéo ensemble, vous me direz, ça, vous avez vu tout juste. Mais moi, je ne veux pas avoir vu tout juste. Moi, je voudrais qu'au contraire, on démente ce qui s'annonce. Et par des actions, par cet appel que je lance, par des actions concrètes, par du refus, dans le monde du travail, il y a le cynisme qui prévaut, c'est l'humain comme une seule donnée, une variable comptable. Là, on pourra mettre un système, on le mettra, notamment dans le journalisme, les secrétaires de rédaction, enfin, tout est à l'avenant, et je crois que l'heure aujourd'hui, et je vois bien qu'il y a une sorte de conscience, de prise de conscience qui commence à poindre, voire d'inquiétude, et d'une prise de conscience que tout cela est allé trop vite, qu'on est en train de vivre une bascule, qu'on risque d'être dépossédés de nous-mêmes, qu'on risque d'être des spectateurs absolument passifs de cette mutation parmi les plus décisives de l'histoire de l'humanité. Et il nous revient, vous savez, il nous revient d'être plus que jamais agissant à toutes les échelles de la société, parce que pour terminer, je dirais qu'on ne cesse, depuis quelques années, vous l'aurez remarqué, d'en appeler à la défense et à la célébration du vivant, dans toutes ses dimensions. Nous avons raison, et notamment la défense et la célébration des éléments de la biosphère. Très bien, mais vous reconnaîtrez que pour assurer cette immense tâche qui nous regarde tant qu'il n'est pas encore trop tard, il nous revient de défendre le vivant qui est en nous, qui est logé en chacun d'entre nous. Le vivant qui nous anime, au sens de âme. Aristote parlait de l'âme en tant que dimension qui anime l'élan vital, le foyer vital des humains. Et Charles Péguy parlait de l'âme, dans une autre mesure, dans des principes plus grands que nous, qui sont plus importants que notre passion utilitariste. Donc si nous voulons défendre le vivant dans son ensemble, il revient de défendre, de préserver le vivant, de capacité à écrire, de capacité à être créatif, de capacité à faire valoir la diversité culturelle, la pluralité des voix, la pluralité indéfinie des langues. Ce que Jacques Derrida évoquait avec son concept de différence avec un A. C'est-à-dire que les langues, la langue de chacun, c'est la différence ininterrompue. C'est les différences avec un A et avec un E. C'est le témoignage de la pluralité infinie, historique et contemporaine et à venir, espérons-le. C'est un devoir civique, politique et moral qui nous revient, mais pas dans un avenir assez abstrait, dans les 3 ans qui viennent. Et pour ma part, j'en appelle à une mobilisation de tous les acteurs de la société. Oui, faute de quoi, pour reprendre le titre de mon livre, nous allons être réduits à des coquilles vides, des masses d'inutiles, errant dans un triste et assez psychiatrique désert de nous-mêmes.